Alors, à mon avis, ça pose le problème de la généralité de l'éducation physique. À quoi sert l'éducation physique et quels sont les effets des pratiques? Vous voyez, tout à l'heure, je n'ai pas développé, mais nous travaillons sur ce qu'on appelle la logique interne des situations motrices. La logique interne, c'est, si vous voulez, le mode de fonctionnement d'une activité, du judo, du football, du jeu de bar, etc. Et c'est à partir de cette logique interne que nous portons un jugement. Parce que, si vous voulez, si on recherche un effet de collaboration, il faut se guider sur des activités qui favorisent cette collaboration et voir dans quelle mesure elle répond à ces objectifs. Alors, ce qui fait que, vous voyez, votre question me conduit à vous parler de classification. C'est-à-dire que l'épine dorsale de notre travail actuel, c'est la classification de toutes les pratiques physiques, sportives ou non sportives, ludiques ou non ludiques. Mais comment opérer cette classification? Quand j'étais, comme je le disais tout à l'heure, à l'ENSEP, la classification, c'était un catalogue de techniques sportives. Les sports collectifs, l'athlétisme, les agrès, la natation, etc. Alors, ça avait son utilité, hein, bon. Mais si l'on veut une conception qui corresponde au type de questionnement que vous posez, c'est-à-dire à quoi ça sert, pourquoi je vais le regarder, il faut savoir quels sont les objectifs qu'on poursuit. Nous avons défini finalement l'éducation physique comme une théorie de la prise de décision. Enfin, le support, une théorie de la prise de décision motrice. Hein. Et ces décisions motrices, que ce soit à l'école maternelle ou au collège ou au lycée, va reposer sur une prise d'information face à l'incertitude. Une incertitude informationnelle. Alors, évidemment, le langage que j'emploie n'est pas le langage habituel, mais il faut que l'éducation physique se transforme. Et elle se transformera si elle accepte de modifier ses vieilleries. Les vieilleries, c'est uniquement les techniques. Alors, nous avons, là je vais très vite, vous m'excuserez, mais il y a 3 sources d'incertitude. L'incertitude issue de l'environnement matériel, où il n'y a aucune intelligence autour de moi, le sportif est seul détenteur de la signification. Puis, l'incertitude informationnelle issue d'un partenaire, c'est la coopération qui va assurer la liaison, et l'incertitude issue d'un adversaire. Donc c'est 3 sources d'incertitude. Alors, pour des facilités, j'ai mis I pour le premier, A et P pour les autres. Alors ensuite, ça peut se combiner, mais on peut en rester sur ces 3 aspects. Alors là encore, très vite. Premier aspect, l'incertitude issue du milieu extérieur. Il y a 2 cas. Quand il n'y a pas d'incertitude, précisément, c'est le cas 0, il n'y a pas d'incertitude. En gros, c'est la natation, les agrès et l'athlétisme. C'est-à-dire que quand je rentre sur mon cercle de lancer de poids, je peux rentrer les yeux fermés, je connais son diamètre, je connais même la nature du sol, le poids, 7 kg 250, etc. Tout est préparé. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de décision motrice. Donc vous voyez bien que l'observation va être particulière. Je ne vais pas observer l'adaptabilité là, je vais observer l'adaptation à une situation. Et finalement, en athlétisme, aux agrès, je répète des automatismes, ce qui permet d'aboutir à un très haut degré d'habileté, mais qui retire la décision à l'exécutant. C'est-à-dire que nos élèves, dans ces cas-là, ne prennent pas de décision. Ils répètent un automatisme avec parfois un affinement très, très poussé. Deuxième cas d'incertitude issue du milieu extérieur, la pleine nature en gros. Hein. On fait du canoë-kayak, on fait du ski, du surf. De l'alpinisme, etc. Et dans ce cas-là, sur quoi je vais faire reposer mon observation? Eh bien sur la prise d'information. Comment? Sur le décodage. Alors là aussi, ça, pour nous, alors évidemment on ne parle pas comme ça aux élèves, hein, mais ça suppose un décodage et une activité de sémiologie, c'est-à-dire être capable de déchiffrer les signes. Alors nous appelons ça, nous, la sémiotricité, hein, une sémiotique de la motricité, et ça va se développer de plus en plus. Vous voyez, là, je suis appelé dans un pays étranger le mois prochain, ils font un livre là-dessus, ils sont très intéressés par la sémiotricité, ils se sont rendus compte qu'effectivement,
c'était un lieu fantastique de créativité et d'intelligence, hein, vis-à-vis du milieu extérieur, puis aussi vis-à-vis, dans le deuxième cas, avec autrui. Mais là, on est dans le cadre du milieu extérieur, c'est-à-dire que le skieur doit décoder le ski, la glace, et répondre par une prise de quart, un lâchage de quart, un planté de bâton, en fonction de ce qu'il a en un éclair apprécié, en fonction de l'information qu'il a décodée et à laquelle il répond de façon la plus adaptée possible. Et dans ce cas-là, il y a adaptabilité. Alors ça peut être un slalom, mais ça peut être en pleine nature. Alors dans le cas du slalom, c'est le sport, c'est chronométré. En pleine nature, je descends sur une piste qui n'est pas nécessairement ouverte, etc. Et dans ce cas-là, sur quoi? Alors, moi j'ai beaucoup enseigné le ski, sur quoi qu'est-ce que j'observais? J'observais la réaction de l'enfant du milieu, et je l'interrogeais, pourquoi qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu as fait? Il n'était pas obligé de faire comme moi, parce que l'enseignement du ski classique, c'est tâcher moyen de suivre mes traces. Hein, le moniteur de ski, qui souvent sont des brillants skieurs, hein, mais alors qu'ils n'ont pas de formation pédagogique, quoi. Faites comme moi. Bon, faites comme moi, ça, c'est pas d'apprentissage. On peut éventuellement faire une démonstration, mais surtout proposer une situation à l'enfant et qu'il essaye lui-même de trouver la solution. Alors, il faut bien choisir le lieu, etc. Ce qui fait que nous, à la première séance de ski, je dis bien à la première séance de ski, avec des débutants, nous faisons un allègement. Mais nous faisons un allègement en ligne droite, d'une part. Et d'autre part, l'enfant voit que en bas de la petite pente, ça remonte. Donc nous avons supprimé l'appréhension. L'enfant n'a pas peur. Il se lance et hop, il fait un allègement. Voilà. L'aspect affectif au ski est capital. Oui. Et il faut bien comprendre qu'il n'y a pas forcément de transfert. Moi, je me rappelle, quand j'étais à l'ENSEP, on avait fait un stage à Chamonix. Le grand Gilles de ma promo, qui était extrêmement brillant, qui partait de la barre fixe et tout, il nous époustouflait. À ski, il n'était pas capable de faire un virage aval quand il y avait du vide. Il n'y a pas de transfert. C'est affectif, ce n'est pas un transfert uniquement mécanique. C'est une appréhension subjective et affective. Et donc, si vous voulez, dans ces activités de pleine nature, nous jouons sur l'aspect prise d'information en fonction des données de prise de risque, des données affectives, l'exploration du milieu, l'intelligence que l'on a à deviner ce qui va se passer. Alors vous voyez, là, à ski, moi je pourrais vous dire, devant tel élève, voilà comment je réponds, et surtout nous le faisons réfléchir. Parce qu'il faut bien se rendre compte que si on fait uniquement du sport, on demande aux élèves de répéter ce que nous faisons nous comme démonstrateurs, ou les champions. On lui fait répéter les gestes initiés par d'autres. Tandis que la solution qu'on propose en éducation nouvelle, c'est de faire découvrir à l'enfant son propre corps, sa conduite motrice, à partir de ces initiatives, dans le cadre, bien sûr, que nous avons proposé, où il n'y a pas de risque, etc. Alors, c'est tout à fait différent parce que l'enfant est maître de sa conduite motrice. Il n'est pas simplement l'esclave d'une image qu'on lui propose. Alors, c'est vrai pour toutes les pratiques dont je viens de parler, qui sont des activités psychomotrices. Nous, par définition, nous appelons activités psychomotrices des activités qui ne demandent aucune interaction opératoire avec quiconque. On est tout seul, il peut y avoir des spectateurs, il peut y avoir un prof, mais l'activité elle-même se pratique en isolé. Alors c'est le cas des agrès, la barre parallèle, barre asymétrique pour les jeunes filles, c'est vrai pour le lancer de poids, les sauts, c'est vrai pour la gymnastique, enfin pour beaucoup d'activités. Ça, activité psychomotrice. Alors, vous voyez bien, des fois, j'entends parler autour de moi des gens qui disent que le sport développe l'esprit d'entraide, la coopération. Mais quand je vois les personnes dont ils parlent, qui font de l'athlétisme, qui sautent, qui lancent, qui courent, où est la coopération? Il n'y a pas de coopération. Alors, bien sûr, on va dire travailler en équipe, mais bon, ça n'a rien d'original. Vous travaillez, vous, avec vos élèves en sciences de la Terre, en géographie, tandis que nous, c'est original. Quand on demande à une pratique motrice, comme on va le voir, une coopération, là, ça a du poids. Donc, vous voyez, hein, donc, première activité, premier type d'activité, activité psychomotrice, sans incertitude informationnelle, avec incertitude informationnelle. Alors, là, on constate qu'aux Jeux Olympiques, ce qui prime, c'est les activités psychomotrices sans incertitude.
C'est-à-dire qu'on met les athlètes dans des situations de répétition d'un automatisme. C'est très intéressant hein, d'arriver à un très haut niveau. J'ai toujours en gym, maintenant c'est extraordinaire, au trampoline, etc. Mais on ne peut pas dire qu'on développe les qualités de créativité, d'invention de l'enfant. Il répète, quoi. Alors, ce qui a son intérêt. Mais quant à dire que ça représente le nec plus ultra de l'activité, c'est pas possible de dire ça. Alors, ensuite, les activités avec autrui, donc avec partenaire, bon là par exemple en acro-gym, en patinage artistique, en aviron, en canoë en double, il y a vraiment une activité à deux ou à plus, il y a vraiment une coopération. Alors, et dans ce cas-là, quand c'est en milieu stable, là aussi il y a un automatisme comme en acro-gym. Quand c'est en milieu aquatique, par exemple en descente en canoë, il faut s'adapter. Alors, il y a une double incertitude. L'incertitude sur les rapides, sur les portefeuilles, etc. Et puis l'incertitude de ce que va faire le copain. D'autant qu'on n'a pas le droit, en compétition par exemple, on n'a pas le droit de reconnaître le parcours. Ni à ski, ni en canoë, on n'a pas le droit. Ce qui fait qu'il y a une part d'improvisation. Alors, vous voyez, dans le cas de ces activités sociomotrices, il peut y avoir uniquement autrui, il peut y avoir autrui et l'incertitude du milieu. Alors, maintenant, adversaire. Alors, les adversaires, c'est toujours pareil, il y a une interaction opératoire. Par exemple, certains me disent mon adversaire en saut en hauteur, certains non, c'est pas un adversaire, c'est un concurrent, mais il n'y a pas d'interaction. Tandis que quand on est en judo, plus qu'une concurrence, il y a un adversaire qui est là en chair et en os. Donc, vous voyez, avec l'adversaire, il faut essayer d'aller au-devant des perceptions de l'autre, se faire preuve d'anticipation, de préaction. Il faut décoder en judo, par exemple, le geste entrepris par l'adversaire. Par exemple, Teddy Riner a été battu dans son dernier combat, car son adversaire, qu'il connaît bien, l'a empêché de prendre le kimono où il le voulait. Parce que en combat, en judo, il faut absolument assurer une prise du kimono adverse aux endroits favorables. L'adversaire l'a empêché, et ça a suffi, finalement, il a perdu. Quoi. Notre grand champion judo, qui pendant 10 ans avait été champion, a perdu. Bon, une question un peu seconde. Alors, il y a ensuite les deux qui sont mêlés, alors ça c'est très important, ça joue un rôle clé à mon avis dans l'éducation physique, c'est lorsqu'il y a partenaire et adversaire. Parce que dans ce cas-là, si c'est en milieu stable, comme en sport collectif, c'est déjà très important, mais l'adversaire et le partenaire, quand c'est en milieu naturel, comme en voile et tout, c'est encore plus compliqué. Mais prenons le cas des sports collectifs et des jeux traditionnels. Là, il y a une activité physique, bien entendu, mais une activité d'intelligence, de perception, de métacognition sur ce qu'on va faire les autres. Il y a une communication qui est gestuelle, qui est corporelle, un décodage des comportements. Il y a ce que nous appelons une métacommunication, c'est-à-dire qu'on communique sur une communication. Et ça, c'est typique. Enfin, il y avait hier le match de football. Manifestement, les joueurs sont constamment en train de deviner ce que va essayer de faire l'autre. Si on ne le devine pas, on est perdu. Il ne faut pas se laisser entraîner. Vous avez bien vu les feinteurs. Que fait le feinteur? Il fait semblant de partir, il entraîne l'autre et il part de l'autre côté. Enfin, bon, il donne une fausse image à l'adversaire de ce qu'il va faire. Et donc là, ça suppose, si vous voulez, une relation, je dirais théorique avec l'adversaire, une relation un peu gazeuse, si vous voulez, où on fait croire que, mais où on fait autre chose. Alors, ça repose, alors nous travaillons beaucoup sur ce point-là, sur le décodage des comportements, comment se déroulent ces séquences où on réussit à masquer ce que l'on va faire et à favoriser le jeu des partenaires. Et ça, c'est capital, parce que là, nous travaillons sur la créativité, et là, nous avons des critères d'observation. Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants? Alors, au départ, il faut choisir des situations assez simples. On ne va pas choisir un match de rugby au début, mais on choisit une situation assez simple. Moi, je conseille à mes étudiants de beaucoup faire reposer leur travail sur les jeux traditionnels, qui sont une mine
de pratiques motrices, parfois de haut niveau. Par exemple, le jeu de barre, qui était un jeu qui remonte au Moyen-Âge, où on a énormément de récits de joueurs de barre, des hommes, des femmes, aussi des enfants. Eh bien, le jeu de barre demande un niveau cognitif beaucoup plus élevé que le football. Le football, c'est un jeu tout à fait passionnant, mais, alors qui demande des coordinations, mais toujours de façon, je dirais, comment dire ça, de façon visible, directe, alors que dans le jeu de barre, il y a des dimensions au second ou au troisième degré. Par exemple, si nous sommes ensemble, vous sortez de notre camp, vous allez sur le terrain. Notre adversaire a le droit d'aller vous chercher, il va pour vous chercher. Mais moi, je sors après lui, et je peux vous sauver en le touchant. C'est-à-dire que le temps intervient en fonction des moments de départ de son camp. Et alors on peut revenir de son camp et repartir, ce qui demande une capacité de décoder l'espace et le temps de façon simultanée, ce qui requiert une capacité cognitive. Donc Piaget dirait que c'est l'intelligence hypothético-déductive qui n'est maîtrisée que vers 10-12 ans. Et ce qui fait d'ailleurs que quand on joue au bar, nous faisons jouer au bar avec des enfants, des filles, des garçons, des plus jeunes, les plus jeunes peuvent jouer au bar, mais pas sur ces tactiques-là. Ils jouent au bar en allant délivrer les prisonniers, parce que c'est une relation binaire. Tandis que la relation dont je faisais allusion est une relation ternaire, et éventuellement quaternaire, parce que quaternaire, un quatrième joueur peut sortir. Et ça, c'est pas accessible à l'enfant de 7-8 ans. Vous voyez donc, l'image qu'on se fait du sport comme une activité supérieure est une image erronée. Moi, je suis footballeur, donc j'adore le football, hein, mais c'est pas pour ça que je veux dire que le football résout tous les problèmes. Non, le jeu de barre est plus cognitif que le football. Alors, vous voyez, tous les éléments, là, je reviens à votre question de départ, mais il faut faire ce détour. Sinon, on va être... pourquoi je veux dire qu'il faut allonger la main? Pourquoi je veux dire qu'il faut poser le pied comme ça? Moi, dans ce cas-là, moi, j'interroge mes étudiants, parce que j'allais avec eux sur le terrain. Pourquoi vous avez dit ça? Pourquoi? Ben, parce que, bon. Tandis que si l'étudiant me dit, mais voilà, j'ai laissé faire l'étudiant qui a choisi sa piste à ski, et au cours du jeu, il a choisi d'aller vers les prisonniers parce qu'il a supposé que l'adversaire allait infléchir sa course. Ben, vous voyez, là, ça change tout. On a des remarques qui font appel à la personnalité, à la conduite motrice, et pas uniquement aux aspects immédiatement perceptibles, qui sont souvent des leurs. Oui. Mais est-ce que les automatismes, parce que les automatismes, on voit bien que dans d'autres disciplines, on essaye aussi de développer les automatismes. Oui. En mathématiques, par exemple, pour libérer un certain nombre de choses. Tout à fait. Et puis, il y a l'aspect, comme vous le disiez, adaptatif, c'est-à-dire qu'on doit aussi développer chez l'élève sa capacité à résister à un certain nombre d'automatismes pour sortir de ces automatismes et donc justement pouvoir répondre à des situations inédites ou non prévisibles. Quelle est la part, en fait, à votre avis, dans une séquence d'enseignement, est-ce qu'il y a un équilibre à trouver entre ce côté adaptatif et ce côté automatisme? Ça, c'est un problème très important, hein. C'est un problème clé même. Alors, dans les activités psychomotrices sans incertitude, c'est l'automatisme. Mais il n'y a pas de... si on saute en hauteur, si on choisit le Fosbury, comme tout le monde aujourd'hui... Alors, la plupart des activités qui se font dans le cadre scolaire, c'est-à-dire pas dans la nature, c'est dans un cadre parfaitement... Il y a relativement que des automatismes, alors. Non, il peut y avoir des sports collectifs. Ah oui, si c'est en collectif. Les sports de combat. D'accord. De combat. Et les jeux traditionnels. Mais c'est ça, ça sera par rapport à d'autres, et pas par rapport à l'environnement, ça sera par rapport à d'autres élèves, à d'autres... Et d'autre part, nous, mon action, c'est de tenter de montrer tout l'intérêt des pratiques de pleine nature et de militer en cette faveur. Alors, on peut dire oui, mais si c'est possible. Par exemple, c'est bien un ministre qui a décidé du mi-temps, hein, qui est devenu le tiers-temps. Et alors, il faut dire que les premières séances ont été faites avant. Et moi, je suis devant, je dirige la colonie devant, etc. Donc j'étais un peu plein dedans. Et à ce titre, si vous voulez, il y a eu les classes de neige. Première classe de neige aussi était avant. Moi, j'étais directeur de la colonie de neige.
Et finalement, quand j'étais professeur à l'école normale, nous militions pour les pratiques de pleine nature auprès des instituteurs. Et là, une voie était possible, qui s'est ouverte sur les classes de neige. Et donc c'est possible. Ensuite, il y a eu les classes vertes, les classes de mer. C'est-à-dire que nous sommes souvent tenus, il faut bien le dire, les uns les autres, quelles que soient nos fonctions, à ces contraintes d'espace, c'est clair. Mais nous devons, enfin à mon sens, si on croit en éducation physique, militer pour sortir des gymnases, pour sortir du béton. Parce que quand on y réfléchit, le sport, c'est une activité de béton. Le gymnase, les piscines sont artificielles, les stades sont artificiels. On met l'enfant dans un espace artificiel. Je ne suis pas sûr que c'est vraiment concourir à son développement. Alors là, nous, c'est vrai qu'on est en éducation prioritaire, et en éducation prioritaire, c'est urbain, forcément, puisqu'en fait, c'est des définitions. Vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, toutes nos écoles, alors dans notre académie, en dehors de, quasiment toutes, sont en ville. Il n'y a pas d'école à la campagne qui soit en éducation prioritaire. Voilà, et les activités sont très contraintes par les équipements sportifs, et qui sont des équipements sportifs de ville. Enfin, je veux dire, il y a des parcs. Alors, il y a quand même des parcs. Alors après, oui, on est sur Seine, on est tout près mais même à la Courneuve, il y a un grand parc. Il y a des parcs. Mais je sais pas trop, est-ce que ça fait partie des choses qu'il faudra regarder? Moi, je crois que oui. Est-ce que ça va développer, vous dites, des compétences d'adaptabilité plus importantes? Oui, puis le relationnel, c'est tout à fait différent. On est dans un monde, dans ce cas-là, de nature, avec des arbres, de l'herbe, de l'eau. On n'est plus uniquement dans les murs rêves, avec des barres bien parallèles. Donc bien regarder si on sort du milieu... Oui, j'avais été invité, après que je sois sorti de l'école normale, j'étais toujours invité par mes collègues, et j'avais été invité dans la Nièvre pour aller voir l'éducation physique, pour proposer des choses. Et alors j'arrive dans une école très bien tenue, impeccable, et puis je vois l'éducation physique. Ils faisaient l'éducation physique dans le gymnase, il y avait un beau gymnase formidable. Mais à côté, il y avait des prés, il y avait une rivière qui coulait à 100 mètres. Jamais ils n'allaient dans les prés, jamais ils n'allaient dans la forêt, jamais. Mais je lui dis, mais dresser des ponts de singes, des tyroliennes, moi ce que je fais en centre de vacances, enthousiasme les garçons et les filles. Les filles sont parfaitement capables de se livrer et elles explosent de joie en faisant ça. Elles font du trapèze parce que, vous voyez, c'est dangereux la gym. Lorsqu'on quitte la barre, qu'on saute, dans les gymnases c'est dangereux qu'on le veuille ou non. Tandis qu'au bord de l'eau, nous on installe des trapèzes avec des arbres qui s'y prêtent, et se larguent et retombent dans l'eau. Aucun accident. C'est formidable. Et là ils peuvent sauter sur carpé, etc. On peut faire des figures. Et les enfants sont en pleine nature. Ça change tout. Je voudrais juste revenir sur... Alors, ces automatismes-là, est-ce qu'ils peuvent se travailler en dehors du moment de la classe? C'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait imaginer que des enseignants donnent un certain nombre d'exercices à faire en dehors de la classe pour travailler ces automatismes? Ça, c'est une première question. Parce que toute la question, on l'a vu avec la continuité pédagogique et le confinement, les enseignants d'éducation physique et sportive se sont retrouvés dans des situations un peu délicates et on dit que c'était compliqué. Alors, je voulais juste évoquer ça avec vous. Et puis, deuxième question, la question de la mémorisation du geste. Travailler sur cette mémoire, est-ce qu'il y a eu des travaux? Comment on arrive à inscrire, alors on est un peu sur les automatismes, mais comment on fait travailler la mémoire du geste dans une séquence? Est-ce que dans des cours traditionnels, en général, on dit qu'est-ce qu'on a fait à la dernière fois, et les enfants récitent ce qu'ils ont vu la dernière fois. Est-ce qu'en EPS, il y a une forme de rappel et de mémorisation du geste qui est ritualisée, et qui pourrait être intéressant à regarder? Oui, bien sûr. Bien sûr, vous posez le problème du transfert, finalement. C'est ça. Alors, moi, j'ai été un peu péjoratif vis-à-vis de l'automatisme, apparemment. C'est pour bien serrer les idées. Il y a des activités automatiques très intéressantes, mais ça se borne à cela. Si on veut travailler sur la créativité, sur la mémorisation, il faut essayer de faire enchaîner les choses. Alors, on ne peut pas se passer de l'automatisme, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Même à ski, par exemple, lorsque nos élèves franchissent un cap,
c'est grâce à des automatismes acquis, de planter de bâton, d'angulation, etc. Donc, constamment, on grève les automatismes et on essaye de dépasser les automatismes en les englobant dans une situation qui va un peu plus à l'avant. Donc, oui, on travaille sur les... Je vous dis ça parce que, en fait, vous avez compris, on va essayer pendant à partir de notre travail, on va essayer de voir quelles sont les relations possibles entre ce qui se passe en EPS et les autres disciplines. Ouais. Si je vous pose des questions sur la mémorisation, sur la créativité, sur les automatismes, c'est parce que dans les autres disciplines, on fait aussi appel à ce type de compétences, à ce type de démarche pédagogique. Or, si les enseignants de PS, par leur pratique, ont développé des stratégies pédagogiques et didactiques qui permettent de développer les automatismes, qui permettent de favoriser la créativité, ou qui permettent de développer la mémorisation et d'acquérir des connaissances. Est-ce qu'il y a un transfert possible? L'idée, ça va être ça, c'est qu'on va essayer de se dire, est-ce que ces acquis-là, est-ce que cette façon de faire là en EPS pourrait être inspirante pour les autres disciplines? Alors là, moi, je réponds favorablement. C'est ce que nous essayons de faire concrètement. Hein. C'est ce qu'on va essayer, nous, de regarder, en tout cas. Par exemple, prenons le cas, chose qui touche peut-être un peu vos disciplines, c'est la lecture du terrain. Par exemple, quand nous partons, nous essayons de préparer les enfants, les ados, à la lecture du terrain. Alors, si on part à pied, si on part à bicyclette, il faut que l'enfant ait décodé au préalable les cartes d'état-major, les cartes, et là, nous renvoyons nécessairement aux travaux de nos collègues. Alors, c'est un aspect, vous voyez, qui peut oui, mais je vois bien, enfin, si vous voulez, c'est vraiment de se dire, même en termes de compétences professionnelles, c'est-à-dire en termes de gestes professionnels, c'est-à-dire l'enseignant de PS a des gestes professionnels pour faire en sorte que que ses élèves développent des automatismes, mémorisent des choses, et ce qu'on se dit, c'est est-ce que ces gestes professionnels pourraient être transférés dans d'autres disciplines pour, par exemple, les automatismes qu'on va développer en EPS, est-ce que la façon dont c'est fait en EPS, la façon dont c'est répété, la façon dont c'est inscrit dans une forme de ritualisation, est-ce que ça pourrait être transféré en mathématiques? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne sais pas jusqu'à quel niveau, et puis il y a tout ce qui est autour du langage aussi. Parce qu'en fait, on voit bien la précision du langage pour que ce langage permette de déboucher sur un geste. Puisqu'en fait, vous dites qu'on peut mimer le geste, mais on peut aussi le décrire. Et donc, dans la compréhension que va en avoir l'élève, et là, nous, on a des élèves qui, en termes de compréhension orale, quelquefois ont des difficultés. C'est-à-dire, est-ce qu'on va regarder la façon dont le geste est expliqué ou dont l'activité est expliquée? Est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant qu'on se dise, tiens, c'est plus souvent l'enseignant qui mime le geste ou qui mime l'activité qu'un enseignant qui va décrire l'activité à réaliser? Est-ce que c'est les mêmes choses? Est-ce que ça développe les mêmes éléments? Et est-ce que ça pourrait être lié aussi aux qualités de nos élèves? C'est-à-dire que on a besoin de comprendre si l'enseignant tient compte d'un certain nombre de compétences chez ses élèves pour peut-être être plus sur le mimétisme que sur la description. Enfin, vous voyez, Oui, alors, ce problème se pose, effectivement. Nous, personnellement, je pousse davantage sur les aspects globaux. Par exemple, vous avez parlé du langage. Nous, en centre de vacances, nous avons créé un atelier poésie. Et on a réuni là, les grands, les ados, et on leur a proposé des textes assez facilement accessibles de Prévert, Victor Hugo, où il y avait un jeu de langage. Parce que finalement, la poésie, c'est un jeu avec des mots. Et pour faire comprendre aux enfants que les gestes qu'ils accomplissaient et qu'ils mettaient en séquence, ils pouvaient le retrouver dans les séquences verbales. Et on voulait aller vers la création, que l'enfant, que les ados, que les enfants, ou les pré-ados, arrivent à écrire des poèmes. C'est ce qu'ils ont fait. Alors, j'avais une monitrice qui était une institutrice, qui savait s'y prendre, parce que là, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais avec magnétophone et tout ça, c'était vraiment... et alors, ils ont écrit un cahier, dans la même perspective de l'école nouvelle, de la stratégie Freinet, etc.
ils ont écrit un journal où ils racontaient ce qu'ils faisaient, qu'ils mettaient en relation les séquences de jeu avec la vie, etc. Alors, c'était pas exactement, parce que qu'il y ait une sorte de parallélisme entre les séquences gestuelles et les séquences parolières, je n'en suis pas sûr, ça je ne l'ai pas trouvé en tout cas. Mais qu'en revanche, alors, on utilise les pratiques motrices, la dynamique de groupe pour, si vous voulez, favoriser les contacts interdisciplinaires, oui. Oui. Alors ça a été à l'initiative d'un de mes étudiants qui enseignait dans la région parisienne. On avait écrit un ouvrage en décrivant les jeux et les séances de jeux. L'ouvrage est paru, et une professeure de lettres du collège l'a pris. Alors évidemment, c'était un texte qu'on avait écrit qui se tenait bien, mon français, etc. Et toute la classe a travaillé sur la liaison entre le jeu de barre qu'il faisait dans la cour et le texte qui relatait les péripéties du jeu. Ça rejoint assez bien à ce que vous dites là. Et ça, c'est possible. D'accord. Parce que, enfin, je vous interroge vraiment là-dessus parce que c'est un petit peu notre objectif. Et puis la question aussi de savoir, vous avez dit que le sport, on se posait la question de savoir si le sport n'était pas aussi un élément de motivation pour les élèves. Je veux dire, la compétition, la confrontation, est-ce que c'est pas aussi un élément qui va être important pour nos enseignants pour arriver à permettre aux élèves de s'engager dans l'activité qui leur est proposée? Tout à fait. La compétition est une excellente motivation. Mais dans notre tradition, on pense que seul le sport propose des situations de compétition. On pense que le jeu, ce n'est pas de la compétition. C'est une ignorance étonnante. Moi, je m'aperçois que même les grands noms des historiens disent n'importe quoi sur les jeux. Bon, je ne veux pas entrer dans les détails, mais si vous voulez, en tant que professeur d'université, nous avons l'habitude d'être très précis sur l'emploi des mots quand on écrit. Et là, je vois des collègues de haut niveau, hein, je ne parle pas de débutants, qui se trompent, qui confondent des jeux, qui mettent l'un, ils ne connaissent rien, quoi. Alors, moi, je trouve inacceptable qu'un professeur d'université, qu'un scientifique, parle d'un domaine en faisant comme s'il le connaissait alors qu'il l'ignore. Si on faisait ça dans son domaine, il grimperait aux arbres, quoi. Or, c'est ce qui se passe. Or, beaucoup de jeux traditionnels sont des compétitions sans vainqueur ni vaincu. Parce que la compétition, qu'est-ce que la compétition sportive? C'est l'organisation d'une confrontation qui débouche sur des vainqueurs et donc sur des vaincus. Alors, beaucoup de mes collègues me disent « Ah oui, mais c'est l'égalité. Hein, nous sommes, nous, très friands d'égalité en France. Hein. » Ils disent « Le sport, c'est l'égalité. À telle enseigne qu'au départ, il y a le même nombre de joueurs dans une équipe A que dans une équipe B. Au judo, il y a le même poids. En boxe, il y a le même poids. Bref, et puis on ne met pas les garçons en face des filles. Bon, on veut l'égalité au départ. Moi, je dis très bien, vous avez raison. Mais à quoi sert l'égalité de départ? Elle sert à bonifier l'inégalité de l'arrivée. C'est parce que les candidats étaient au départ à égalité que l'inégalité de la victoire, enfin de la supériorité, prend tout son poids. C'est ce que nous appelons l'effet inversif du sport. On part de l'égalité, mais avec évidemment l'intention de déboucher sur l'inégalité. Et ça, mais une inégalité qui est considérée comme juste parce que le produit d'un effort qui serait différent et d'aptitudes qui seraient différentes. Mais ça, c'est un problème. Voilà, c'est. Non, mais là, on ne va pas rentrer dans la. C'est important parce que je pense qu'effectivement, une des problématiques des élèves de l'éducation prioritaire, c'est la difficulté de s'engager dans ce qu'on leur propose de faire à l'école. Ouais. Et il semble quand même que le cours de PS, alors c'est ce qu'on va regarder d'ailleurs, est peut-être un lieu où, peut-être plus qu'ailleurs, peut-être les élèves arrivent à s'engager dans ce qui est proposé. Non, mais je suis d'accord. Mais moi, ce qu'on aimerait comprendre, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils vont s'engager plus dans le cours de PS que dans le cours de mathématiques? Je dirais ils s'engagent plus dans les activités physiques et sportives parce qu'ils se mettent en jeu, ils se mettent à l'épreuve et ils se mesurent à eux-mêmes en se mesurant éventuellement aux autres. Et les enfants sont extrêmement motivés par la confrontation. Alors pourquoi en mathématiques ils ne le sont pas? Remarquez, ça sort un peu de votre champ, mais vous voyez, c'est comment on arrive aussi les mathématiques. Non mais, vous voyez comment on arrive. Effectivement, il y a un processus là quand même qui est assez fort et qu'il
faudrait peut-être explorer, ce qu'on va vouloir explorer, c'est comment, par ce qui est proposé, par la façon dont on le propose, on arrive à trouver des élèves qui, dans cette séquence-là de PS, vont s'engager, alors que 30 minutes plus tard, quand ils vont se retrouver en cours d'histoire géo, ils ne vont rien faire du tout, ils ne vont pas vouloir s'engager. Je vais répondre par mes propos du début, c'est-à-dire qu'en mathématiques, vous avez pris l'exemple, on est sur une dimension très précise, très fine, très forte, qui est la logique. Hein. Mais on n'est pas dans le domaine biologique, on n'est pas dans le domaine affectif direct, on n'est pas dans le domaine relationnel. Vous voyez, ce qui fait que les mathématiques, par exemple, parmi d'autres, sont un secteur très, très prisé, très privilégié, mais qui ne mobilise pas toute la personnalité. Les enfants, je vois bien mes collègues, ne se sentent pas du tout diminués parce qu'ils sont nuls en mathématiques. En éducation physique, même, mes collègues vont jusqu'à dire, je moque pas mal de mathématiques, et comme moi je mathématise pas mal de situations, que je modélise et tout, oh, ils ne comprennent pas ça, ils ne comprennent pas que l'intérêt des mathématiques, c'est pas évident l'intérêt des mathématiques, hein, mais pour nous c'est capital, parce que tous les jeux dont je parle, là, nous les avons modélisés, hein. On a mis derrière méthode de fonctionnement, on a analysé par exemple, j'avais analysé le volleyball, j'étais allé au championnat du monde qui avait lieu à Paris, et j'avais prévu, parce que c'est mathématique, j'avais prévu les modifications du règlement à l'occasion du score. On a changé totalement le système de score de volleyball, et moi je l'avais prévu, parce que à partir des observables dont j'ai parlé tout à l'heure, on observe le score, etc., on débouche sur des conclusions où il n'y a pas besoin d'être un mathématicien du type Einstein pour comprendre ce qui va se passer. Mais mes collègues, enfin, en éducation physique, c'est pas premier, si vous voulez. Tandis que si on propose la mise en jeu du corps, la conduite motrice dans sa totalité, biomécanique, relationnelle, etc., là, ils sont enthousiastes. On va quand même interroger les enseignants, on va interroger les élèves, parce que cet élève-là, qui va s'engager dans les activités proposées en EPS et qui va ne pas s'engager dans les activités en mathématiques, on va essayer de décortiquer pour essayer de comprendre si ça vient, si ça vient de la façon dont est proposée l'activité, est-ce que ça vient de l'activité elle-même, parce que évidemment en mathématiques on ne peut pas avoir accès à l'activité motrice, enfin, ou si, peut-être qu'on aurait besoin d'en avoir, peut-être pour rentrer dans certains choses. Mais ce genre de pertinence, non. La pertinence des mathématiques, c'est pas moteur. Non, c'est pas moteur. Non, c'est pas moteur, même si il peut y avoir un peu de géométrie dans la disposition des corps. Enfin bon, on pourrait imaginer faire des formes géométriques avec. Ah ben là, on peut introduire des choses comme ça. Il peut y avoir ce genre de choses. Mais en tout cas, voilà, c'était à la fois, on voudrait vraiment questionner ça, sur le transfert possible à d'autres disciplines, et puis voir un peu comment l'EPS permet de développer la persévérance. Parce que un des éléments qui est très compliqué en ce moment, peut-être plus encore qu'avant, c'est qu'on a beaucoup d'élèves qui sont en décrochage scolaire. Ah ouais, ouais. Et comment le cours d'EPS, comment l'approche de l'EPS, c'est pas le cours d'ailleurs, hein, c'est comment l'approche des enseignants d'EPS pourrait nous aider à éviter le décrochage scolaire et permettre la persévérance scolaire. C'est vrai que nous, en éducation physique, on joue beaucoup sur cet aspect-là, la progression, l'avancée, séance après séance. Oui, c'est sûr, et ça accroche bien l'élève, hein, de faire mieux. C'est ce que je disais, il se sent davantage maître de lui, il s'épanouit, il se sent possesseur de son corps. Mais ça, c'est grâce au fait, quand même, il se le sent parce que l'enseignant lui permet de l'être. Ah oui. Donc nous, ce qu'on voudrait voir, c'est qu'est-ce qu'il fait pour que cet élève s'autorise à ça. Là, vous avez raison, il y a une dimension pédagogique capitale. Il faut, à mon avis, il faut aller un peu vers l'éducation nouvelle, c'est-à-dire faire en sorte que l'enfant se découvre,
tâtonne, trouve, et qu'on l'aide à ce moment-là, moi je m'inscris tout à fait dans ce cadre-là. Le tâtonnement, alors par exemple, on avait beaucoup évoqué l'idée de se tromper. Dans beaucoup de disciplines, se tromper, c'est une erreur, c'est une faute, et l'élève, en général, le vit très mal, cette erreur, et elle est rarement utilisée comme outil d'apprentissage. Or, en EPS, l'erreur est consubstantielle à l'activité motrice, puisque, évidemment, on ne fait jamais du premier coup le geste, et puis même si on l'a fait le premier coup, le deuxième, c'est pas forcément qu'on y arrivera. Donc, comment vous voyez cette prise en compte de l'erreur dans le cours de PS Oh, bien, c'est par le fait que l'enfant se rende compte lui-même, au fur et à mesure, alors, de l'aménagement des situations, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça, mais le choix, si vous voulez, le choix du milieu et le choix des situations est capital. Je parlais d'enseignement de ski. Il ne faut surtout pas lancer les enfants dans des pentes, il faut choisir des pentes faciles en fonction de la progression, pour que l'enfant, au fur et à mesure, réponde à ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, il sent qu'il va plus loin. Alors, prenons l'exemple du virage aval. Oui, le virage aval, c'est quand je vire et à ce moment, je plonge dans le vide. Je tourne à gauche, je plonge dans le vide. Alors, si on le fait comme ça, normalement, et qu'il y a de la pente, à un certain moment, on se trouve dans la pente et on a peur, et l'enfant dévie, s'y tombe. Alors, qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous arrangeons pour trouver qu'il y ait une bosse, et on fait virer avec prise de quart vers l'amont, ce qui fait que le skieur reste collé à la pente, et il ne tombe pas. Alors, on aménage le milieu, on choisit le milieu pour que l'enfant soit en possibilité. Puis, quand nous constatons qu'il a compris cela, on délaisse un peu les monticules et on va sur le plat, etc. Vous voyez, il faut mettre l'enfant dans des situations qui le conduisent à réussir. La réussite, c'est capital. Il ne faut pas... Moi, des collègues qui défendent l'idée de l'échec, non, on a des échecs tous, mais il ne faut pas bâtir, à mon avis, il ne faut pas bâtir sa pédagogie sur l'échec. Il faut bâtir sa pédagogie sur la réussite, mais une réussite qui passe par des... Donc on va regarder le contexte de la tâche, de l'activité, pour voir s'il tient compte de cette dimension affective, et puis de la distance, enfin des capacités des élèves qu'il a, en fait, pour essayer d'avoir une forme de progressivité, c'est ça que vous nous dites. Et donc on doit aussi regarder la façon dont est structuré l'environnement de l'élève au moment où on lui demande de faire quelque chose, pour qu'il même s'il se trompe, même s'il n'y arrive pas, il se corrige, et puisse sentir qu'il sera capable de le faire à un moment donné. Il ne faut surtout pas le mettre devant un mur, quoi. Et alors, ça se complique un petit peu lorsque c'est une activité sociomotrice, parce que là, on vient de voir l'activité psychomotrice où il est seul face à la neige, à l'eau. Tandis qu'en sociomoteur, alors, quand c'est avec des partenaires, quand c'est par exemple, pour le cas du patinage, c'est un automatisme, donc il n'y a pas de problème. Mais prenons le cas de l'escalade. L'escalade, où il y a vraiment, on est même relié éventuellement par une corde, là, il faut s'adapter à l'autre. Vous voyez, il faut prévoir, il faut que le premier de cordée choisisse un terrain qui permette au suivant de passer. Vous voyez, si on met le suivant en impossibilité, c'est un échec. Il faut donc choisir le terrain pour le favoriser. Alors bien sûr, on ne met pas nos élèves sur la paroi tout de suite, mais vous voyez l'idée. Alors on retrouve ça au basket, au volley, au football, où il faut choisir les intervalles, enfin il y a tout un... nous, très souvent... Sur l'organisation des tournois sportifs par exemple, le fait de faire jouer des élèves qui ont des niveaux très différents les uns contre les autres, est-ce que ça participe aussi? Est-ce que non, à mon avis, c'est encore autre chose. C'est autre chose. Ils ne marcheront pas. Parce que, par exemple, si on fait du football avec des forts et des faibles, bon, ça va dans une séance comme ça d'amusement, mais pour un match, ça ne marche pas. Je me rappelle, quand j'étais prof à l'école normale, j'entraînais les joueurs au football et on avait des matchs, des compétitions. Normal, le jeudi, en association sportive. Alors, on fait l'entraînement au début d'année, puis ensuite les matchs, premier match, deuxième match, troisième match. Le capitaine de l'équipe vient de voir, il dit « Monsieur, on vous comprend, vous vous arrangez pour que tous nos copains jouent à tour de rôle, tous ceux qui viennent s'entraîner, mais nous, on ne veut plus jouer comme ça. On joue, il faut gagner. Si vous faites introduire un de nos copains mais qui joue mal, nous, ça ne va pas. Quoi. Et ça, c'est le problème du sport. Oui, c'est ça, c'est parce qu'on rentre dans le champ du sport. Ah, voilà.
Et le pourtant, football- il y a souvent du sport en EPS quand même. Ah oui, non mais, et ça a son intérêt. Oui. Mais dans le cadre, vous voyez, Oui. du sport, on ne peut pas faire n'importe quoi. À ski, il n'y a pas de problème. L'exemple que je cite, moi je le fais Oui. constamment, c'est un problème. Au football, il faut procéder autrement. Il faut mettre des équipes. Parce qu'on voit bien l'importance des filles et des garçons. Parce que ce que vous évoquez là, c'est par exemple une équipe de foot, on va dire à des garçons d'intégrer les filles. Et ce que Il va y avoir des problèmes. Voilà, c'est ce que vous dites. Ah non, parce qu'on a envie de gagner. Ah, mais moi, je ne le fais plus, ça. Je l'ai fait au départ, même au rugby, avec des grands. Hein. J'avais des profs de cours complémentaires à l'époque qui recherchaient un nouveau statut, donc ils revenaient à l'école normale. Et donc j'avais ces gaillards qui avaient mon âge à l'époque. Hein. Et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Quoi. En revanche, dans les jeux traditionnels, ça marche parfaitement. D'accord, donc en fait c'est ça. La solution pour vous, c'est quand même d'aller plus vers le jeu quand on veut arriver à intégrer la diversité. Ah oui. Et les jeux traditionnels, présentent des situations qui, au point de vue social, sont beaucoup plus riches que le sport. Il y a des jeux paradoxaux, alors là je n'en ai pas parlé, mais on ne peut pas parler de tout. Les jeux paradoxaux, on est à la fois partenaire et adversaire, c'est-à-dire qu'à la balle assise, par exemple, un jeu très simple. 20 enfants de collège, hein, il y a une balle. Un joueur a la balle, dès qu'il a la balle, il peut tirer sur quelqu'un directement, s'il le touche, le joueur est prisonnier, il s'assied. Mais il peut lui faire une passe, en tapant au sol. Quand il y a terre avant, il n'est pas pris. Hyper simple. Ce jeu-là passionne les enfants. Et l'intérêt, c'est que les garçons et les filles jouent, les filles aussi bien que les garçons. Hein. Et les autres jeux, c'est un peu la même chose. Et les jeux traditionnels nous permettent de mettre ensemble et faire interagir les garçons et les filles en toute liberté. Je vais poser la question à Patrick, je ne sais pas s'il nous entend, parce que lui est inspecteur d'EPS. Est-ce que je voulais juste savoir si, pour lui, est-ce qu'il voit souvent des jeux au sein des séances d'EPS qu'il a pu observer, ou est-ce que c'est plus souvent du sport?